Le premier contact que j'ai eu, c'est avec Jean-Marc Godreau, qui est le plongeur professionnel attitré. On a eu un téléphone de lui, Serge et moi, et puis il nous a demandé, bon, est-ce que les vestiges du vieux barrage vous intéressent dans la rivière? On a dit, écoute, il n'y en a jamais été beaucoup question. Le lac a été beaucoup plongé. Très peu de plongeurs ont fait la rivière. Et puis on a dit, oui, écoute, qu'est-ce que tu nous proposes? Bien, je vous amènerai en bateau, sur mon bateau, voir, c'est l'automne dernier, ça, voir les vestiges de l'ancien barrage. Autrefois, il y avait ici beaucoup de va-et-vient. Ces ruines sont celles d'un barrage dont bien des résidents n'ont jamais entendu parler. Il a pourtant été le moteur de la plus grande aventure manufacturière de l'histoire de Magog. Ce barrage imposant a joué un rôle crucial pour le développement de cette ville. Son histoire mérite d'être racontée. Le barrage qui dirige le débit de la rivière vers le canal de la Dominion Textile de Magog est sur le point de céder. Les turbines n'auront plus de force pour activer les usines. Dans quelques instants, un nombre important d'employés devront rentrer chez eux. Les pluies abondantes des derniers jours, les vents et le courant au fil des années auront finalement eu raison de la charpente vieillissante du barrage. À force de subir les intempéries, la construction de 1883 n'en peut plus. C'est la rupture. La Dominion Textile de Magog est en arrêt forcé. Le barrage s'est effondré sur une longueur de 18 mètres. On avance même que les dommages sont irréparables. Et la brisure risque de provoquer des dégâts plus grands encore. La brèche béante fait craindre le pire. Les journaux rapportent que le niveau du lac baisse d'environ 2 pouces par jour. À ce rythme, certains redoutent même une baisse marquée des réserves du Memphrey Magog. On embauche alors un ingénieur expérimenté du nom de William Bishop. Il aura le mandat de superviser la construction d'un barrage d'urgence en amont. L'emplacement choisi sera près du pont de la rue Mary. Le temps presse. On veut stopper l'hémorragie et rediriger le courant vers le canal. L'incident du barrage n'aurait pu se produire à un plus mauvais moment. C'était la Grande Guerre 14-18, et en tant que pays membre de l'Empire britannique, le Canada était entré dans la bataille. Dans un tel conflit, toute l'industrie canadienne devait être à la disposition des besoins militaires. C'était l'effort de guerre. Voilà pourquoi, en 1915, la Dominion Textile de Magog avait beaucoup plus de commandes à produire qu'à l'ordinaire. En plus de stopper la production, la rupture du barrage devait provoquer un drame d'un autre genre, soit sur le plan humain. Sans aucun filet social, plus d'1 millier d'employés ont dû vivre énormément d'inquiétudes. Mais les dirigeants des usines de Magog n'étaient pas au bout de leur peine. Pendant que leurs propres usines étaient paralysées, ils assistaient impuissants à l'avancée du torrent qui se dirigeait en aval.
là où plusieurs autres entreprises dépendaient elles aussi du débit de la rivière Magog. Pour tenter de faire la lumière non seulement sur les événements obscurs de 1915, mais aussi sur l'histoire méconnue de ce barrage, une équipe composée d'historiens, d'auteurs, de plongeurs, d'artistes 3D et de techniciens a été formée. Beaucoup de rencontres comme celle-ci ont eu lieu. Il est resté plein de mystères. On va peut-être finir sur un point d'interrogation. Non, parce que toutes les références le situent near the Mary Bridge. Chacune de ces réunions apportait son nouveau lot de questions. Puis ici, là, c'est beaucoup plus que 7-8 pieds. Là. On se demandait encore, qu'y avait-il ici avant que le barrage Francis ne vienne inonder ces lieux? Une photo intrigante a été prise dans les jours qui ont suivi la rupture. Que font tous ces gens au bord de la rivière? Cette photographie de 1883 a lancé Jean-Marc dans une course contre la montre à travers les départements abandonnés de l'ancienne filature. Et en 1915, quel destin attendait le barrage déjà âgé de 3 décennies? Il ne reste plus un seul témoin pour nous raconter le fil des événements de cette mésaventure. Tout ce qui est connu de cet incident provient en grande partie des journaux de l'époque. Ce récit est principalement basé sur ces vieux articles dont le barrage Francis faisait souvent la nouvelle. Ce barrage imposant était la pierre angulaire d'un important projet industriel magogois. Il a généré la force hydraulique nécessaire à faire fonctionner la toute première imprimerie de coton au Canada. Lancée au temps de la Belle Époque, l'aventure du textile à Magog a survécu aux 2 grandes guerres et s'est poursuivie pendant plus d'1 siècle. Ce barrage aura donné le tout premier élan à ce long parcours. Aujourd'hui encore, des structures sont toujours visibles depuis la rive. Magogois d'origine et plongeur émérite, Jean-Marc Gaudreault a voulu en savoir davantage sur le barrage et son histoire. Il est l'instigateur de ce projet documentaire. Avec son équipe de plongeurs, Jean-Marc est descendu à plusieurs reprises visiter les ruines du barrage et ils nous ont ramené des images saisissantes. Au cours des prochaines minutes, les structures immergées du barrage défileront pour la toute première fois sous vos yeux. Laissez-nous vous raconter son histoire méconnue, de sa construction jusqu'à sa rupture en 1915. Le 2 mars 2019, Jean-Marc avait donné rendez-vous à une partie de l'équipe pour une première plongée documentée sur le site du barrage. Fait que notre première visite, c'est ces blocs de granit qu'on va pouvoir distinguer nettement. On va descendre en aval pour monter en amont, passer dans les blocs de granit, prendre des images de cette structure-là qui existe encore. Ça, c'est le barrage de 1883. Exact. C'est celui
qu'on appelle communément le barrage Francis. Oui. L'origine de la désignation de barrage Francis nous échappe. Elle a dû se perdre quelque part au fil du temps. Dans un article du journal The Outlet de février 1990, M. Jacques Boisvert en parlait comme du barrage connu sous le nom de barrage Francis. Mais nous ignorons toujours s'il s'agissait d'un nom officiel. Quoi qu'il en soit, ce nom est très bien choisi. La construction de ce barrage respecte les recommandations de l'ingénieur hydraulicien américain James B. Francis, dans un rapport commandé par Albert Knight en 1874. Propriétaire de quelques 2000 acres de terrain des deux côtés de la rivière Magog, Knight voulait connaître la véritable capacité hydraulique du cours d'eau. Il espérait attirer des promoteurs avec de grands projets et ainsi donner au village de l'époque l'expansion économique dont il avait grandement besoin. C'est donc grâce au rapport Francis que la toute nouvelle compagnie de textile a fait l'acquisition des terrains de Knight ainsi que du pouvoir d'eau. Pourquoi on fait ça l'hiver? Parce que l'été, il y a beaucoup d'achalandage, puis l'eau est moins belle. Vous allez voir que l'eau est surprenante aujourd'hui. À droite de ce barrage-là, on avait le canal d'Amenet qui passait entre l'imprimerie et la filature. Maurice nous rappelle avec justesse le fonctionnement du complexe barrage-canal-usine. Il y a un barrage qui contrôle l'arrivée d'eau et qui dirige l'eau dans un canal. On appelle ça un canal de dérivation ou, M. Kesteman avait un autre terme, un canal d'amener qui amenait l'eau sur une distance de 1225 pieds, parallèle à la rue principale. Et ce canal avait une profondeur de 3 mètres. Creusé en forme de V, il avait une largeur de 7 mètres à son fond et de 15 mètres en surface. Et qui tournait et qui passait entre l'imprimerie à gauche et la filature à droite, et puis où il y avait un powerhouse. Et puis c'est à partir de ce powerhouse-là qu'on arrivait avec le débit d'eau à actionner toutes les machines de l'usine. Les structures centenaires du barrage Francis seront bientôt mises à jour. Vous allez là-bas? Ouais. Si la grande aventure du textile à Magog a pu voir le jour, c'est d'abord grâce à la rivière. Elle a toujours joué un rôle majeur pour l'économie du village. D'ailleurs, bien avant l'arrivée du grand projet textile à Magog, le débit de la rivière avait déjà fait tourner le moulin d'une petite manufacture du même genre. C'était vers le milieu du 19e siècle. Cette petite entreprise de textile avait pour nom la Magog Manufacturing Company. Elle se trouvait sur la rive nord de cette rivière, dont le visage a bien changé depuis. Le niveau de l'eau était d'environ 2 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Pas de chemin de fer, ni de remblai non plus. Mais il y avait là quelque chose qui a disparu depuis. Un îlot. Cette illustration publiée en 1881 nous montre le magasin général ainsi que la résidence de Alvin Head Moore. Nous sommes sur la rue Mary, juste avant de franchir le pont. Voici la rivière, et notre regard se porte du côté est. La petite île en question est également présente dans l'illustration. À cette époque, un barrage en forme de V faisait tourner les moulins des deux côtés de la rivière. Il existe encore aujourd'hui des vestiges de ce barrage très ancien. De nos jours, on le nomme Weatherby ou encore Wingdam.
Tout ce secteur devait jadis grouiller d'activité. La rive nord de la rivière a été, pendant de nombreuses années, bordée de moulins de toutes sortes. Cet endroit était une zone industrielle. Moulins à farine, une tannerie et quelques autres, dont la compagnie Magog Manufacturing. Quelques rares photographies de cette époque nous montrent ce secteur. Cette photo magnifique provient d'une brochure parue en 1951 de M. Alexandre Paradis. Mais ne cherchez pas la Magog Manufacturing Company sur cette photo. La petite entreprise textile avait déjà disparu depuis près de 20 ans. Dès la construction du barrage Francis, le niveau de l'eau va monter et la petite île sera submergée. Les moulins le long de la rivière vont eux aussi disparaître. Regardez bien cette scène. Ce décor va bientôt changer pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Photographié à la même époque, mais depuis la rive sud, on y voit une partie de l'îlot. Le même endroit aujourd'hui. La petite île se trouvait juste ici, non loin des plongeurs. La Magog Manufacturing Company se trouvait quelque part dans ce périmètre. Cette manufacture de draps donnait du travail à une quinzaine de personnes environ. Dans le livre intitulé « Tout le long de la rivière Magog », Jean-Pierre Questeman mentionne qu'en 1852, la production annuelle fut de 12 800 mètres de draps. Pour Magog, là, pour l'époque, c'est une belle initiative, mais ça a diminué en importance au fil des ans. On ne sait pas ce qu'il y en est encore dans les années 1870. Ce qu'on sait, c'est que l'entité entreprise existe toujours. L'auteur nous apprend aussi que cette entreprise, qui comptait 42 actionnaires, dont Ralph Mary le cinquième, était pour la plupart des éleveurs de moutons de localités environnantes. Cette compagnie avait un capital de 10 000 $. La Magog Manufacturing Company, ainsi que tous les autres moulins, ont depuis longtemps disparu du paysage. Mais ces lieux portent encore quelques traces de la toute première période industrielle de l'histoire de Magog. Quant à la petite île, personne de nos jours n'a pu la contempler de ses propres yeux. Mais de temps à autre, lorsque le niveau de la rivière est assez bas, il se produit un phénomène saisissant. Le temps d'un bref instant, des parties de cette île semblent ressurgir du passé. Et dans ces eaux, des vestiges de cette occupation ouvrière s'y trouvent toujours. Des poutres immenses qui ont vraisemblablement servi à la charpente d'un bâtiment sont toujours là. Peut-être un moulin, qui sait? Des restes de planches que l'eau et le temps n'ont pas encore fait complètement disparaître s'y trouvent aussi. Selon l'historien Jean-Pierre Questeman, la compagnie est dissoute au mois de mars 1856. Le moulin, de même que tous les autres bâtiments du secteur, seront détruits par un grand incendie le 25 mai 1857. Et il faudra attendre encore 25 ans pour qu'une autre entreprise de textile s'installe à Magog.
le temps que les conditions gagnantes soient réunies. Le barrage Francis a été abandonné depuis un siècle. Ces ruines vont-elles révéler de nouveaux détails sur les événements de 1915? Cet exercice est réalisé en accord avec la Convention de l'UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Il y a 4 principes essentiels importants qui résultent de cette convention. Obligation de préserver le patrimoine subaquatique, préservation in situ comme l'option première, refus de l'exploitation commerciale, ainsi que la formation et le partage de l'information. Aussitôt arrivé sur le site du barrage, ce qui attire d'abord l'attention, c'est cette énorme structure d'acier. Il s'agit du chariot-treuil utilisé par le barrage hydroélectrique de la compagnie Dominion Textile au début des années 20. Ce mécanisme servait à soulever et à baisser les vannes du barrage pour le contrôle du débit de la rivière selon le niveau de l'eau et des besoins. Depuis son retrait en 2009, il repose ici, à proximité des barrages Memphremagog et Francis. À près de 150 mètres en amont des usines, gisent les ruines du barrage Francis. Une partie des murs latéraux du barrage est toujours là. Ces images prises du haut des airs nous permettent de mieux apprécier les proportions du barrage. Ses dimensions sont étonnantes. Et sur la rive nord, les bases qui supportaient la chambre des vannes, où un mécanisme permettait de contrôler le débit du canal vers les usines. Et ce système d'ouverture et de fermeture des vannes devait ressembler, toute proportion gardée, à l'ancien treuil de la Dominion Textile. Les ruines du barrage Francis sont encore tellement massives qu'elles retiennent une partie du courant de la rivière dont le barrage Memphremagog aurait bien besoin. C'est probablement la raison pour laquelle on a tenté, dans les années 20, de les détruire à la dynamite. Les marques de l'agression sont encore visibles. À l'époque, les vestiges devaient être vraisemblablement plus importants qu'ils ne le sont maintenant, l'eau et le temps ayant fait leur œuvre. Ces structures devaient donc, à l'époque, freiner davantage le débit de l'eau. Ça devait nuire sérieusement. Quand ils ont dynamité, c'est parce que ça devait nuire sérieusement au flot de... Il y a une raison. Moi, c'est ce que je pense. Il existe une photo nous montrant ce dynamitage. La photo du dynamitage est datée de 1924. Okay. Ce serait à peu près 4 ans, 3 ans peut-être après la construction. Dès la mise en service du nouveau barrage hydroélectrique de la Dominion Textile, on devait savoir que les ruines du Francis retenaient une partie du courant de la rivière. On a certes voulu éliminer l'obstacle. Mais après cette tentative, on a probablement déclaré forfait. Alors que le barrage Francis était de service, la même technique fut utilisée sur de gros rochers se trouvant en amont. Bien, écoute, si on dynamitait les roches de l'autre avant, imagine, c'était pas la même affaire que ça. En octobre 1903,
une sécheresse paralyse la Dominion Cotton Mills, alors propriétaire des usines de Magog. Nous avons une saison exceptionnellement sèche. Cette rareté de pluie s'est principalement fait sentir dans les cantons de l'Est. Cet état de choses est alarmant. On dit que la manufacture de coton de Magog était fermée. Le Progrès de l'Est, 30 octobre 1903. Le barrage Francis n'a plus de courant à canaliser. Et puis là, on se rend compte que ça prend de l'eau pour faire fonctionner notre structure hydraulique, au point où on est obligé de fermer l'usine pendant quelques semaines. Alors ça, c'est intéressant parce que l'anecdote, c'est qu'on profite de l'occasion pour dire, vous savez, ça fait longtemps qu'on a encore les vestiges de l'ancienne Wing Dam, notre ancien barrage Weatherby qui était un petit peu en amont. Vu que l'eau est très basse, puis vu qu'il n'y a pas de travail à l'usine, pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas pour enlever ces vestiges-là qui nous enlèvent du courant? Alors, on a 2 photographies sur lesquelles on peut apercevoir les gens qui sont près du barrage de la Wing Dam avec de la dynamite et qui vont faire exploser des pierres et des choses qui bloquaient à toute fin pratique le flot de la rivière. Et on a une anecdote à l'effet que les gens ont tellement été forts sur la dynamite qu'il y a des morceaux de roche qui vont se retrouver sur la rue principale, ce qui avait fait rager quelques commerçants. Mais ce qui illustre aussi le fait que, sur cette photo-là, on voit clairement là, que quand c'est bas, là, la rivière n'est pas si élevée que ça, elle est quand même relativement basse. Malgré une chute d'environ 8 mètres, le barrage Memphremagog, tout comme le Francis à son époque, a besoin du débit de la rivière. Plus il y a d'obstacles, et plus il y a de résistance au débit de l'eau. Y a-t-il encore aujourd'hui beaucoup de restrictions pour le barrage Memphremagog? Oui, bien, c'est un ensemble, mais oui, il y a le dos de sable à l'entrée de la rivière qui est toujours là. Puis on voit qu'il y a du sable, mais il y a peut-être de la roche en dessous. Ensuite, il y a le pont. Ensuite, il y a un vieux barrage en avant du débarcadère de Misalo. Ensuite, il y a le barrage que vous parlez, comme quoi qu'il y avait qu'on voit encore les vestiges. Donc, cet amalgame de restrictions fait que quand j'ouvre ici, il faut que le niveau du lac monte. Il faut que j'ouvre de façon accroissante par rapport au lac qui monte. Je ne peux pas ouvrir complètement, je vais créer juste un ruisseau. Là. Donc, plus que le lac monte, plus que j'ai du delta, plus que je peux ouvrir des portes pour ne pas créer une pente trop abrupte en avant du barrage, pour rien, en fin de compte. On ignore s'il s'agit d'une restriction, mais entre le barrage Francis et l'ancien barrage Weatherby, il y a quelque chose de submergé. Découvert par Paul, il s'agit de 2 roues et un essieu. Il y a peut-être une autre partie de l'ensemble ensevelie sous les pierres. Jean-Marc pratique cette activité depuis plus de 35 ans. Et pour lui, la sécurité des plongeurs passe avant tout. Il a remarqué sur le site de plongée un nombre incalculable de clous. Mettons, depuis 150 ans, 140 ans, ça s'est mangé. Fait que les clous ont resté là. Fait qu'il y en a des centaines, des centaines. Hey Sam, puis Mickaël, on touche à rien, on s'approche pas des planchers, c'est plein de clous. Les images des vestiges du barrage Francis qui défileront sous vos yeux ont été prises dans des conditions de plongée difficiles. Même si l'eau est plus limpide en hiver, les plongeurs doivent utiliser leurs palmes afin de lutter contre les courants. Ce faisant,
Ils soulèvent les sédiments déposés sur les structures et réduisent du même coup la visibilité. Ce barrage hydraulique a été construit selon la méthode utilisée de l'époque. Et cette époque, c'est celle-ci. Vers 1880, tout juste avant l'arrivée du projet textile, Magog vit un moment charnière de son histoire. Ces villageois ont vécu dernièrement un événement dont la portée est peut-être plus significative encore qu'ils ne le croient. Le chemin de fer est finalement entré dans leur village. La première étape dans le processus d'industrialisation vient d'être franchie. Et grâce au récent rapport Francis sur les capacités hydrauliques avantageuses de la rivière, les chances pour Magog de connaître un important développement économique sont maintenant excellentes. Le village en a bien besoin. Ainsi, 3 hommes vont relancer la Magog Manufacturing Company en donnant un élan à un projet plus ambitieux qui portera le nom de Magog Textile and Print Company. Chacun d'entre eux jouera un rôle crucial à la mise sur pied de l'entreprise. L'industriel et spécialiste du textile William Hobbs, le commerçant magogois Alvin Headmore et le député fédéral de Stansted, Charles Carroll Colby, feront passer Magog à l'histoire en ouvrant en 1884 la toute première imprimerie de coton au Canada. Et une filature énorme suivra 4 ans plus tard. À l'époque, ces villageois ne pouvaient pas se douter que le grand projet qui va bientôt naître va durer pendant plus d'1 siècle. Ils ne savent pas non plus qu'en l'espace de 10 ans, leur petit village tranquille comptera 4 fois plus d'habitants. En effet, le projet textile, et plus spécifiquement l'ouverture de la filature, sera responsable d'une explosion démographique extraordinaire. À partir de 1882, à cause d'une rivière et d'un chemin de fer, le visage de Magog ne sera plus jamais le même. Tout est maintenant prêt pour commencer la construction du complexe textile. Et puis là, on se met au travail pour faire ce chantier-là, qui est vraisemblablement à l'époque le chantier le plus important qu'on a jamais eu à Magog. Et en ce lundi 17 juillet 1882, le travail débute, comme le rapportait le Weekly Examiner. On s'attend à entendre un bourdonnement alors qu'ils ont commencé ce matin à travailler sur le grand barrage qui fournira l'eau nécessaire à faire tourner la roue qui fera fonctionner la gigantesque usine de coton de Magog. C'est un barrage qui va rejoindre évidemment les 2 rives, beaucoup plus en aval de façon à exploiter tout le potentiel possible dans le coin de Magog de cette rivière-là. La dénivellation va être exploitée au maximum, parce qu'évidemment, on a le rapport de Francis qui nous dit quoi faire puis comment le faire. La supervision des travaux sera assurée par Robert Arkley,
un constructeur de moulins de Sherbrooke. Les blocs de granit qui serviront aux barrages et aux usines seront acheminés à Magog par barge depuis l'immense carrière du canton de Stansted. Et le 13 décembre 1883, le barrage est terminé et l'eau sera bientôt introduite dans le canal. Stansted Journal, 13 décembre 1883. On parle d'un bâtiment qui a 400 pieds de long, 16 pieds de haut. Il faut se représenter tout ce que c'était à l'époque, c'est-à-dire d'arrêter l'eau pour, évidemment, pendant qu'on fait la construction, tout ce que ça représente aussi en demande de main-d'œuvre. Nous n'avons pas nécessairement cette main-d'œuvre-là pour travailler. Il faut aller chercher des employés un petit peu partout pour venir travailler ici. D'autant plus que non seulement on fait le barrage à partir de 82, mais on va commencer à construire les usines. On demande ouvriers et maçons, salaires élevés. Magog Textile and Print Company. The Weekly Examiner, 21 juillet 1883. il existe une photo où nous pouvons voir quelques-uns de ces ouvriers à l'œuvre. Datée de 1883, elle évoque la concrétisation du grand projet textile magogois. Nous sommes à l'aube d'une aventure qui va durer plus d'un siècle. En plus d'être un article rare, cette photographie semble garder tous ses secrets. On a photographié un chantier de construction. Mais de quoi? Que construit-on exactement et à quel endroit sur le site? La seule réponse à toutes ces questions provient de cette brochure de 1951. Le premier barrage établi à Magog. Vers 1883, on construisait le premier barrage sur la rivière Magog. Cette description nous a fait passer très près de ne jamais connaître le véritable contenu de cette photo. Le barrage Francis est construit avec des caissons de bois remplis de pierres. Ces structures de granit n'ont donc rien à voir avec le mur énorme de la photo. De plus, les constructions en arrière-plan ne semblent pas être faites de granit. Regardez la taille des blocs. Un tel ensemble pourrait difficilement disparaître de la rivière sans laisser de traces. On s'est aperçu qu'il n'était pas dans l'eau. Bon, bien, si il fait partie des structures, il est où? Fait que ça m'intriguait. Le textile a occupé une place importante dans l'histoire de Magog. Cette photo unique nous montre sa mise en chantier. Et il serait intéressant d'essayer de trouver l'endroit d'où cette photographie a été prise. On a fait du nettoyage dans la rivière. Ça nous a emmenés en arrière. Puis j'ai vu des choses, j'ai vu des murs de granit quand on travaillait sur le nettoyage. Les murs de granit auxquels Jean-Marc fait allusion se trouvent à la hauteur de la salle des machineries hydrauliques et derrière la filature. Ces murs ont été construits dès le début du projet textile, soit vers 1882. Le seul moyen de savoir si un de ces murs est vraiment le mur de la photo est d'aller voir sur place. Mais il y a un problème, c'est défendu. Une journée, j'étais allé tout seul avec ma blonde. J'étais illégal, j'ai sauté par-dessus les clôtures, puis j'étais allé en dedans. Après cette première visite, Jean-Marc y retourne, accompagné de Marco à la caméra. Nous sommes du côté de la filature. Cet endroit est très grand, abandonné depuis longtemps et un peu hasardeux. Il sait très bien que s'il réussit à trouver le mur en question, la petite intrusion en aura valu la peine. Check les poteaux. Jean-Marc aperçoit plusieurs murs de granit sur son chemin, mais aucun jusqu'ici ne présente les caractéristiques recherchées. Après une longue randonnée dans ces pièces sombres et délabrées, il fait demi-tour et tente sa chance vers une autre entrée. Et c'est derrière la porte numéro 126 qu'il arrive face à face avec un mur de granit énorme.
Là, mon émerveillement, je vois ça, ces murs de granit-là. Wow! Voici le mur de granit que Jean-Marc a trouvé. Gardons à l'esprit que le plancher de béton n'y était pas à l'origine. Il faut donc ajouter au moins 1 mètre de plus à la structure. Effectivement, il ressemble beaucoup à celui de la photographie du chantier. Mais avant de sauter aux conclusions, il aimerait en être absolument certain. Pour ce faire, il faut aller de l'autre côté du mur de granit. Mais cette fois, il demande à une partie de l'équipe de l'accompagner. Essayons de les situer. C'est le mur de tantôt. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? C'est le mur, ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'on était peut-être dans le fond de la rivière. Si on mesure ce qu'on voit là, les crans, qu'on fait une mesure de l'autre bord avec la hauteur du shaft, ça nous donnerait à peu près le milieu de la turbine. Nos explorateurs sont maintenant de l'autre côté du mur géant, sur la droite. Notre mur de granit se trouve ici. Il est un des murs du canal, le dernier de droite, juste avant les turbines. De l'autre côté, on retrouve la filature. C'est là que l'équipe se trouve actuellement. Regardez ça, Gervais, là. Ouais. Ça, là, il y a 3 bâtiments de powerhouse. Puis là, il y a celui-là ici. Ouais. Pierre fait remarquer que le mur compte 5 fenêtres, le même nombre que sur cette photo. 5 fenêtres ou 5, il y a 5 fenêtres. C'est ça, exact. Mais vous autres, les gros tours, c'est les élévateurs. Il y a un élévateur là. Mais il y a une autre structure sur la photo d'époque, juste derrière le mur de droite. Attention, c'est ça. Le mur qu'on voit là, c'est l'ancien mur extérieur, ça. Ce mur-là. Le gros en béton. Parce que ici, là, ce que tu es, Jean-Marc, tu es sur le bord de tomber dans le canal à ta droite. Ah oui, oui, le canal qui s'en vient en C'est avant, ça, en avant parce de que si l'usine. la tour dépasse du building, ça, c'est l'ancien mur extérieur. En traversant cette porte, tout est devenu très clair. Revenons maintenant au mur et voyons où tout ça nous mène. Voici l'endroit où devait se tenir la personne qui a pris cette photo en 1883. Imaginons que nous sommes vers 1883, comme sur la photo du chantier. Malgré les couches de peinture et les réparations au fil du temps, des motifs dans l'agencement des blocs de granit sont toujours reconnaissables, même aujourd'hui, plus d'1 siècle après sa construction. Il semble bien que Jean-Marc ait vu juste. Il a trouvé le site du chantier de la photographie. Nous pouvons enfin comprendre la véritable signification de cette photographie unique. Et encore une fois, ce sont des mastodontes. Là. Dans le paysage magogouais, là, les bâtiments, c'est très modeste. Là, ce qu'on a en ville, là, on arrive avec des grands bâtiments qui ont des centaines de pieds, 2 ou 3 étages. C'est d'abord à l'atelier d'impression que le barrage Francis donnera vie. Ce sera de ce bâtiment que sortira en 1884 la toute première pièce de calicot au pays. Ainsi, Magog vient d'entrer dans l'histoire. Il n'y a pas d'expertise locale pour ce genre de travail. Les premiers employés sont des Européens, des Américains et des Canadiens. Il y a tout lieu de croire que cette imprimerie de coton sera responsable de la longévité du textile à Magog. La récente politique nationale du Parti conservateur avait favorisé l'apparition de nombreuses filatures au pays. En taxant les produits de cotonnade sur le marché étranger, cette politique devait encourager les Canadiens à acheter local. Voulant tirer profit de cet avantage, il y aura rapidement un trop grand nombre de filatures au pays.
Un regroupement de plusieurs entreprises du textile est alors formé. Devant la multitude de filatures existantes, on décide d'en sacrifier certaines afin que d'autres puissent vivre. Cet atelier d'impression pèsera lourd dans la balance et assurera la pérennité du textile à Magog. Derrière ces murs de granit, là où le regard de ces hommes se porte, on voit la fin du canal de dérivation où le débit de l'eau vient frapper les turbines de plein fouet et actionner les machines. La filature. Construite en même temps que les autres bâtiments, elle ne fut pas équipée tout de suite. Toutefois, on finira par l'aménager et elle sera en opération à l'été 1888. Son ouverture va provoquer une véritable réaction en chaîne. Attirés par la promesse d'un emploi, les gens qui viennent travailler ici proviennent de plusieurs villages et municipalités de la région, particulièrement des jeunes femmes. Déjà, en 1891, la filature à elle seule donnait du travail à plus de 300 personnes. Plus le nombre d'employés augmentait, et plus la population de Magog grandissait. Une nouvelle ville naissait. Voici la plus ancienne photographie de l'ensemble des usines de textiles magogoises que nous avons. On y voit les bâtiments dans leur forme originale, tels qu'ils étaient à peine 5 ans après l'ouverture de la filature. Au moment de prendre cette photographie, aucune âme qui vive ne connaîtra la fin de l'aventure du textile à Magog. Et ce barrage aura donné le premier élan à cette longue histoire.
J'en reviens pas à quel point le barrage est encore tout là. Je m'attendais pas à ça. Là. Mais c'était physique comme plongée quand même, le courant. Là. On est à 36 mètres cubes seconde. Là. On est dans l'évacuateur, on le sent. Hein? Ah ouais, là je palmais, là je pompais de l'air, mais... Mais c'est de toute beauté. Hein? Ah, c'est incroyable. Tout est resté là, tout est en place, comme si le temps s'était arrêté là. Moi j'aurais vidé ma bouteille de là à regarder ça. Là. Au terme de sa plongée du 2 mars 2019, Jean-Marc est anxieux de parler aux membres de l'équipe. Il a vu quelque chose. Fatigué? Tiens, Jean. Oh. Ouais. Le premier à venir à sa rencontre fut Maurice. Faut envisager qu'il y ait 2 barrages. Réellement. Deux? Oui, il y a barrages. 2 barrages. Il y en a un de même. Des planches, ben, il y a une structure, là. Il y a une énorme structure. J'ai des belles photos. Ouf! Là, je vais regarder ma carte SD. Je vais regarder un peu ce que j'ai sorti. Puis, je vais vous recontacter suite à ça. OK. Parce que il y a une structure, là. Puis, là, je parlerai pas. On va attendre. Regardez bien. Sam, Voici la structure que Jean-Marc a identifiée comme étant une section de barrage. Effectivement, cette charpente ressemble beaucoup aux autres sections du barrage. Est-ce que cette charpente, tout près des murs latéraux sur la rive sud, est vraiment une section de barrage? Pour Pierre, il n'y a aucun doute. Et il va plus loin. La disposition des structures encore visibles aujourd'hui lui suggère une réparation du barrage Francis, beaucoup plus importante qu'on ne l'avait d'abord cru. Si Pierre a vu juste, il faudra ajouter un nouveau chapitre à l'histoire mal connue du barrage Francis. Pierre croit que la plus grande partie des structures ne nous montre pas les ruines du barrage de 1883, mais plutôt les restes de la réparation de 1915. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, moi, c'est quand j'ai vu les toutes premières images aériennes là, du barrage. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose là-dedans, moi, qui accrochait, là, qui ne concordait pas avec l'alignement que je pensais que ça devait être d'un côté à l'autre de la rivière. Là. Il y avait des structures là, qui étaient un petit peu difformes là, par rapport à ce que ça aurait dû être, d'après ce que j'en ai pensé là, en le voyant. En effet, pourquoi en 1883 faire traverser le barrage d'une rive à l'autre en le faisant serpenter la rivière? Je suis allé m'installer sur la rive sud, tout près là, des fameux escaliers en granit, pour regarder l'angle de tout ça. Et puis, en mettant un angle droit vis-à-vis des blocs de granit, on voyait exactement l'endroit où ça devait arriver là, sur l'autre rive. Puis ça concorde avec un autre mur de granit qui est là. Alors, pour moi, il n'y avait aucun doute là, que le vrai barrage Francis, il partait de la rive sud à cet endroit-là où il y a les blocs de granit et allait rejoindre les autres blocs de granit de l'autre côté. En observant les photographies du barrage Francis, on ne remarque effectivement aucun angle dans sa silhouette. Au contraire, il traversait la rivière d'une rive à l'autre dans une droite parfaite.
Toutes les photographies prises durant sa vie utile présentent le même aspect. Toutes, sauf une seule. À ce moment-ci, cette photographie est la seule qui nous montre cette différence dans la structure du barrage Francis. Et pour ceux qui auraient des doutes quant à l'endroit où cette photo a été prise, la partie supérieure nous offre un point de repère intéressant. Cette maison, face à ces panneaux de bois, se retrouve également sur une autre photographie prise exactement dans le même secteur. Voici la maison derrière les dames en ski et les panneaux en face. Pierre a remarqué un autre détail très important. Ce qu'on voit encore aujourd'hui, qui est encore là, c'est l'assise de béton qui est là. Ce que j'ai pensé, c'est que ça ne pouvait pas être de cette époque-là parce que, premièrement, en 1883, le béton existait déjà, mais il était beaucoup moins populaire, puis il fallait être équipé pour le préparer. Alors, moi, je ne pense pas que les assises de béton qu'on voit encore aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils datent de ce temps-là. Si ça avait été le cas, ils auraient été probablement en granit, comme le reste des assises du barrage. Les blocs de béton étaient donc les assises de la deuxième chambre des vannes. Celle qu'on ne voit pas sur la photo. Celle qu'on a dû construire après la rupture. À présent, en regardant les vestiges, nous voyons tout de suite cet angle. Comment a-t-on pu rater ce détail pourtant si apparent? Je pense que les vestiges qui sont là, nous autres, on les a vus comme il faut parce qu'on a fait des images aériennes et on a eu les plongées de Jean-Marc et de l'équipe là, qui nous ont révélé ces structures-là. Parce que pour l'œil non expérimenté qui regarde ça, on ne voit pas ces structures-là trop dépasser de l'eau. Donc, on avait probablement accepté que c'était les vestiges du barrage Francis, alors que c'était beaucoup plus les vestiges de la réparation du barrage Francis. Et concernant l'agencement étrange des murs de la réparation, Pierre a aussi son idée. Il y a des gens qui attendent après leur travail pour manger. Et puis là, du jour au lendemain, ils n'ont plus de travail. Alors moi, ce que j'aurais fait, c'est essayer de réparer avec les vestiges qui sont restés et qui étaient encore bons. Il y avait quand même une partie du barrage Francis à ce moment-là qui était encore bien assis dans le fond de la rivière. Alors, d'après moi, ça aurait été logique là, d'aller se prendre après les parties qui étaient encore bonnes du barrage Francis. D'ailleurs, sur ces images de drone, en plus de la section que Jean-Marc a remarquée, on y voit clairement des structures au fond de la rivière qui semblent donner raison à Pierre. Jusqu'ici, l'équipe de plongeurs avait surtout exploré la rive sud de la rivière. Il devenait de plus en plus intriguant d'aller jeter un coup d'œil sur la rive nord. Une plongée dans ce secteur était de toute façon prévue à l'agenda. Est-ce que cette section de granit de la rive nord était vraiment l'extrémité du barrage avant la rupture de 1915? Si tel est le cas, l'emplacement de la chambre des vannes devait s'y trouver aussi. Paul et Jean-Marc ont enfilé leur tenue de plongée et entreprennent leur descente vers la rive nord. L'eau y est plus profonde ici que sur la rive sud. Que vont-ils trouver dans ces eaux? Ici, le temps s'est arrêté. Ce chaos témoigne encore des conséquences brutales de la rupture de 1915. Et voici le mur. Aucun doute, ce mur supportait quelque chose. C'est ici qu'en 1915, la chambre des vannes s'est écroulée lorsque le barrage a cédé. Tous les membres de l'équipe ont fini par accepter les explications fournies par Pierre. Il semble y avoir manifestement deux époques différentes dans les ruines du barrage. Mais pourquoi une réparation si démesurée?
Suite à la rupture de 1915, le barrage devait être vraiment en piteux état. Pendant la Première Guerre mondiale, qu'on appelait évidemment la Grande Guerre à l'époque, parce qu'on ne souhaitait pas qu'il y en ait une deuxième. Malheureusement, nous savons aujourd'hui qu'il y en aura une deuxième. Mais pendant la Grande Guerre, l'industrie marche à plein régime. Et les usines de la Dominion Textile de Magog ne font pas exception. Elles comptent dans ses murs quelques travailleurs qui laisseront bientôt leur emploi par devoir patriotique. Ils s'embarqueront pour l'Europe et prendront part au conflit le plus meurtrier de l'histoire du Canada. Mais avant de partir, la Dominion Textile, de concert avec un comité de citoyens, leur réserve une petite fête au Battles House. Les citoyens de la ville de Magog ont honoré samedi son contingent kaki avec le 5e bataillon de fusiliers montés, environ une trentaine d'hommes en tout, avec le major J.R. Wilcox à leur tête. Une vingtaine d'autres hommes de Magog se sont joints à d'autres contingents, donnant à cette ville des cantons de l'Est un bilan dont on peut être fier dans sa contribution aux forces de l'Empire. Sherbrooke Daily Record du 25 mai 1915. Ce sera une cinquantaine de jeunes de Magog et de localités avoisinantes qui partiront défendre notre liberté. Une vingtaine de soldats provenant de Magog et des environs y trouveront la mort. Et durant cette triste période, la Dominion Textile de Magog a un grand besoin de main-d'œuvre. Là, on a de l'ouvrage pour la production de guerre, on a des soldats qui sont partis en Europe, donc on a des emplois disponibles. Bref, ça fonctionne à plein, mais en 1915, en août 1915, arrive une tempête. Et il y a une partie du barrage qui va être emportée par, on dit une tempête, un orage particulièrement violent. Ça s'est produit le 25 août 1915. Une grande partie du barrage tout près du canal et de la Gatehouse là, qui a été emportée. Rupture du barrage de Magog, les eaux se précipitent vers Sherbrooke. Le barrage de la compagnie de textile a subi des dommages sérieux et une faiblesse dans le bas d'un mur qui retient l'eau s'est aggravée avant-hier. Cette faille s'est propagée et 60 pieds du barrage, à côté de la chambre des vannes, ont cédé. Sherbrooke Daily Record, 26 août 1915. Sans aucun filet social, plus d'1 millier d'employés ont dû vivre énormément d'inquiétudes. Magog était très concerné à cause des emplois. Les gens du textile étaient pour perdre leurs emplois parce que le barrage ne fonctionnait plus. Les Magogois vont évidemment se mobiliser, mais pas seulement les Magogois. Les gens de la région immédiate sont tous concernés, parce que les Américains aussi sont concernés par ce qui vient de se passer. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Et dans l'immédiat, il faut arrêter le torrent qui se dirige en aval, là où des entreprises des villes et villages de Sherbrooke, Bromptonville et Windsor dépendent elles aussi du courant de la rivière Magog. Il faut aussi procéder à une réparation majeure sur le barrage Francis, dont la brisure est plus sérieuse qu'on ne l'avait cru. À l'unanimité, ils ont tous décidé que la brèche était trop importante pour essayer de la réparer. Fait qu'ils ont décidé de construire un barrage juste en aval du pont de la rue Mary. Et puis, c'est un ingénieur qui s'appelait M. Bishop, William Bishop, qui a été en charge de ce barrage-là. Fait qu'ils ont construit un barrage just below the Mary Street Bridge. Plusieurs rencontres entre les manufacturiers affectés par la question du pouvoir d'eau ont été tenues.
Il a été décidé que la seule démarche qui pourrait être faite et qui serait d'une quelconque aide matérielle était la construction d'un barrage de secours situé juste en aval du pont de la rue Mary. Le but de ce barrage est principalement de conserver le plus possible l'eau du lac Memphremagog afin d'avoir une alimentation électrique constante tout au long de l'hiver. Sherbrooke Daily Record, 2 septembre 1915. C'est que le barrage Bishop lui aurait été construit de façon très temporaire près du pont Méré, de façon à canaliser l'eau et à permettre de retaper un petit peu le barrage qu'on avait construit en 1884, de façon à ce qu'il soit fonctionnel, mais sans qu'on puisse le refaire entièrement, parce que c'est la guerre. Donc, on est en situation de pénurie de matériel. On n'a pas de matériel pour refaire un barrage à neuf, pas à court terme. Mais avant d'entreprendre une réparation du barrage Francis, il faut d'abord arrêter le fort courant de l'eau, qui risque, croit-on, d'hypothéquer la réserve du lac Memphremagog. D'ailleurs, des équipes se relaient jour et nuit sur la construction du barrage d'urgence de l'ingénieur Bishop, près du pont de la rue Mary. Et le travail va bon train, puisqu'en ce début du mois de septembre 1915, la structure est presque complétée. Fait que ce barrage-là, d'après les journaux, aurait commencé vers le 2 septembre. Et puis le 9 septembre, les journaux disent que le travail est complété. Barrage d'urgence complété à Magog. Le barrage d'urgence sur la rivière Magog a été complété. Le tout a été accompli en un peu plus de 4 jours et nuits. Le niveau de l'eau du lac Memphremagog a diminué d'environ 15 pouces avant que l'eau ne puisse être suffisamment conservée après le bris du barrage. À ce jour, nous n'avons aucune photographie du barrage d'urgence de l'ingénieur Bishop. Et après une fouille dans le périmètre où il devait se situer, nos plongeurs n'ont rien trouvé. Des structures de ce barrage auraient très bien pu traverser les époques jusqu'à nous. Mais la réfection du pont de la rue Mary vers 1961, de même que le creusage d'un canal dans ce secteur à la fin des années 60, ne les aurait probablement pas épargnés. Pas longtemps après la débanque. Pas longtemps après la débanque, là. Une photo intrigante provenant du fond Jacques Boisvert a peut-être un lien avec ce barrage d'urgence. À chaque réunion de l'équipe, cette photographie revenait constamment sur la table, mais restait toujours sans grandes explications. Nous savions seulement qu'elle avait été prise dans les jours qui ont suivi l'incident. Tu avais ça tout à l'heure, avais-tu une photo de ça? Et c'est en la regardant de plus près que des détails ont commencé à émerger. Utilisons la photo de la rupture du barrage Francis afin de situer son emplacement. C'est sur cette rive, tout juste en aval du barrage abîmé, que la photographie en question a été prise. La voici. On y voit au moins une 60aine d'hommes. Quelle que soit la nature du travail qui est effectué ici, de toute évidence, on s'est arrêté le temps de prendre la pause pour immortaliser la scène. Tous regardent en direction du photographe. Et les voilà. Un nombre important de chevaux et de charrettes sont présents un peu partout sur le site. Pourquoi autant de travailleurs? Et pourquoi ici? À l'arrière-plan, plusieurs hommes posent avec une pelle entre les mains. Le mystère sur la réelle signification de cette photographie a persisté pendant longtemps. Une inscription à l'endos de la photographie nous renseigne sur l'identité de la personne qui l'a remise à Jacques Boisvert. Une date accompagne la signature. Le 26 septembre 1980. Son nom est Eleanor Black. Grâce à Maurice, nous avons appris que le nom de fille de la dame est en fait
Eleanor Louise Bishop, une des filles de l'ingénieur en charge du barrage d'urgence, William Bishop. Cette information tend à démontrer que non seulement cette photographie est en lien avec la rupture du barrage, mais qu'elle a probablement appartenu à William Bishop. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le même article que nous avons vu précédemment, Jacques Boisvert, ce Magogouat aujourd'hui disparu, nous donne probablement la clé de l'énigme. Dans cet article sur l'histoire des barrages de la compagnie de textile de Magog, il a évoqué la rupture du barrage en 1915. Dans son compte-rendu de l'incident, il a relaté une conversation qu'il avait eue avec M. Jasper McCauley, présent lors des événements de 1915. Ce dernier a expliqué qu'il avait fourni chevaux et charrettes pour le travail à faire. Il ajoute qu'ils ont profité du bas niveau de la rivière pour ramasser des pierres. Est-ce que cet article et cette photo racontent la même histoire? Quelques articles d'époque mentionnent qu'on a dû ramasser des pierres dans le but de remplir les caissons de bois, soit aux sections du barrage Bishop, soit à la réparation du Francis. Revoyons à présent cette photo avec un tout nouveau regard. Jasper McCauley ajoutait dans l'article que d'autres pierres avaient été ramassées sur la ferme de Jack Horan, près du cimetière. Mais qui était donc ce monsieur McCauley? Lorsque le barrage Francis a cédé en 1915, ce dernier venait d'acheter une ferme avec son épouse où il faisait le commerce de chevaux et de bétail. Il avait auparavant travaillé à la Dominion Textile de Magog. Mais un grave accident de travail devait mettre un terme à son emploi. En effet, on a dû malheureusement lui amputer le bras droit le jour même de son 18e anniversaire de naissance. De toute évidence, l'article et la photographie racontent une seule et même histoire. Les observations de Pierre et les images de Jean-Marc ont révélé une réparation du barrage Francis beaucoup plus importante qu'on ne l'avait imaginé. Mais seule une photographie plus explicite des réparations de 1915 permettrait de valider ces explications. Finalement, la patience de l'équipe a été enfin récompensée. Dans la deuxième année de production, ce n'est pas une, mais deux nouvelles photographies qui sont venues s'ajouter à la collection. Et la chance était au rendez-vous. Non seulement les photos nous montrent la réparation, mais en plus, elles ont été prises depuis les deux rives. Nous avons donc une vue du barrage en entier. Ces photographies nous permettent d'apprécier l'ampleur des travaux. Voici la première photo. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à cette photo-là, puisque je l'ai trouvée dans un fonds qui n'avait pas nécessairement un rapport. C'est une donation d'une dame qui s'appelle Lise No. C'est une famille d'Omerville dont certaines personnes, certains membres de la famille ont travaillé à Dominion Textile, et c'était vraiment au travers de photos de famille. Cette première nous fait voir la rive nord. On y voit la nouvelle structure qui diffère remarquablement de l'ancienne. Et pour la chambre des vannes, la différence est notable. L'autre photo nous fait voir le côté sud du barrage. En fait, cette photo-là, c'est dommage un peu puisqu'on n'a pas l'original. C'est une photocopie qu'on a découvert dans
En fait, c'est dans des dossiers de recherche de Jacques Boisvert. Ici, à la Société d'histoire, on a les dossiers de recherche de Jacques Boisvert. C'est vraiment une image qui est une photocopie d'une image originale dont on ne sait pas la provenance, qui présente le barrage temporaire qui a été construit après l'accident. Et ça, c'est des images qui sont vraiment particulières. Une partie de la passerelle précédente s'y trouve toujours. Ce qui suggère que cette photographie a probablement été prise pendant la réparation. Ils ont entrepris des travaux à 150 pieds en amont du barrage Francis pour essayer de rediriger l'eau dans le canal. C'est un peu grâce à Pierre Desrobert qui a regardé ça d'un œil différent des nôtres. Et puis effectivement, il y a eu l'œil juste. Sur la rive sud, c'était des blocs de granit. Sur la rive nord, c'était des blocs de ciment, fait que ça ne pouvait pas être de la même époque. Fait que quand on a vu les découpeurs de journaux qui disaient à 150 pieds au-dessus du barrage Francis, je pense que tout s'est éclairci. Puis l'hypothèse que Pierre a proposée s'est avérée être la bonne. Les blocs de béton n'étaient pas l'assise du barrage Francis, mais c'était bien à 150 pieds plus bas. Puis je pense que c'est tout ça là, qui a déboulé et qui nous a permis de bien cerner la chronologie des événements. Tous les détails que nous avons en lien avec cette mésaventure nous proviennent des articles de journaux de l'époque. Ces événements ont eu lieu en 1915. À travers ces articles, on a expliqué les choses au meilleur des connaissances du temps. Mais si aujourd'hui on posait un regard moderne sur ces événements de 1915, arriverait-on aux mêmes conclusions? D'abord, il nous faut comprendre la définition de l'expression « au fil de l'eau ». Ça veut simplement dire que le barrage n'a aucune retenue d'eau. Quelle que soit la hauteur du niveau du lac, le barrage ne peut pas stocker d'eau. Est-ce que la pression et le niveau de l'eau exercés sur la structure affaiblie du barrage ont pu mener à sa rupture? C'est sûr. C'est sûr que le niveau, mais tant qu'un barrage ouvre ses évacuateurs de crue de façon suffisante et amène une diminution du niveau en avant du barrage, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de pression qui se fait. C'est l'oubli d'ouverture ou c'est la non-ouverture qui crée un niveau élevé. Au soir du 25 août 1915, a-t-on eu suffisamment de temps pour aviser les compagnies en amont que le barrage à Magog avait cédé? Absolument. Ça prend plusieurs heures. Même ici, quand j'ouvre, le temps de réaction est très long. Vu qu'on est au fil de l'eau, bien, le lac, lui, se vide par une rivière. On est la seule rivière qui vide de l'eau du lac. Donc, il faut que les restrictions et l'écoulement d'eau puissent se faire. Là. On s'inquiétait lors de la rupture qu'il puisse y avoir des inondations en aval du barrage. Quel scénario a pu raisonnablement se produire immédiatement après la rupture? Dans l'immédiat, c'est une vague d'eau qui s'est produite, sûrement. Puis après ça, qui a été résorbée par les restrictions naturelles de la rivière. Suite à la rupture, a-t-on raison en 1915 de craindre que les réserves d'eau du lac Memphremagog puissent venir à manquer? Non, pas le lac Memphremagog. Il y a des lacs qui sont créés, qui s'appellent des réservoirs, qu'on appelle lac aujourd'hui, mais le lac Memphremagog, si on enlève le barrage, s'il va rester le lac Memphremagog, qui va être légèrement plus bas. Ça va être un 5-6 pieds, tout dépendamment, puis il peut même monter au-delà de ce qu'on a en ce moment, au printemps, mettons, quand il mouille beaucoup. Toute cette mésaventure n'aura duré que quelques semaines de l'année 1915. Le barrage Francis a occupé cet espace durant 3 décennies. Les gens à l'époque devaient être habitués à sa présence et semblaient même l'apprécier. Assez pour le mettre sur une carte postale et suffisamment pour se faire photographier devant. Le barrage Francis sera de service pendant encore quelques années. Mais peu après la fin de la guerre 14-18, il sera abandonné. Les dirigeants de la Dominion Textile de Magog se modernisent.
Et à partir du début des années 20, là, une fois que non seulement la guerre est terminée, mais les coffres de la Dominion Textile ont été généreusement renfloués parce que la guerre était très, très profitable pour les entreprises. Là, on procède finalement à la construction du barrage que l'on connaît en ce moment. Et ça confirme à toute fin pratique que là, c'est vraiment l'hydroélectricité. Il n'est pas question d'aller avec d'autres technologies ou quoi que ce soit. C'est l'hydroélectricité qui va alimenter maintenant les usines. Devenu inutile, le canal disparaîtra. Et là, on va le remplir à ce moment-là, dans les années 20. Puis quand on va arriver après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il y a un gros projet à la filature, 5 millions de dollars qui est investi, c'est une somme d'argent considérable. Et là, c'est carrément des bâtiments qui vont venir sur la partie. L'avenir semble prometteur pour la compagnie et ses usines de Magog. Pourtant, déjà dans les années 50, la concurrence internationale et les grèves commencent à peser lourd. Dans les années 1980, l'usine de finition passe aux mains de la C.S. Brooks. Elle fermera ses portes quelques années plus tard, avant que la PGI d'IFCO, qui opérait la filature, cesse ses activités en 2011. Ce qui met un terme à l'aventure du textile à Magog. Pour la première fois depuis 1884, il n'y a plus d'activité reliée au textile dans ces murs. Devenue trop à risque, une grande partie des bâtiments du côté de la filature sera détruite. Avant de tomber sous les pelles mécaniques, la salle des machineries hydrauliques nous révélera pour la première et la dernière fois l'emplacement d'une pièce d'équipement qui date des tout débuts de l'entreprise du textile à Magog. L'arbre principal qui recevait et transmettait le mouvement de rotation à toutes les machines des usines. Cet arbre devait sa motricité aux turbines situées quelques mètres plus bas. Leur emplacement étant inaccessible, il aura fallu attendre que la salle des machineries hydrauliques soit détruite pour qu'elle soit enfin sortie de l'endroit qu'elle occupait depuis plus d'un siècle. Voici 2 des 3 turbines exposées ici au grand air pour la première fois depuis fort longtemps. C'est ici, dans la partie la plus profonde, qu'elles seront éventuellement installées. Ces turbines ont cessé de tourner le jour où le barrage Francis a été abandonné. Les temps ont bien changé depuis l'époque où le canal de dérivation passait jusqu'ici devant la filature. Grâce au rapport Francis, tout le potentiel hydraulique de la rivière était concentré en un seul point. Et cet important débit de l'eau était redirigé ici par le barrage Francis. Des employés qui sortent de l'usine. La fin d'un quart de travail parmi tant d'autres. Ce moment figé dans le temps a été capturé quelque part dans les années 50. Nous sommes presque à la moitié du parcours dans l'aventure du textile à Magog. Durant les 127 ans qu'a duré cette longue histoire, on voyait régulièrement des employés dans les rues de la ville, avec un sac ou une boîte à lunch à la main, qui convergeaient vers les usines. Pour de nombreux résidents qui les voyaient passer devant chez eux, leur visage était devenu familier. Ces employés étaient des réparateurs et arrangeurs de métiers, des couturières, des plieuses, des tisserands.
Pour eux, comme pour ceux qui suivront, le barrage Francis ne sera qu'un lointain souvenir, un amas de pierres dont l'histoire restera longtemps méconnue jusqu'à aujourd'hui. La disparition de nombreux bâtiments va mettre en évidence la façade de la filature d'origine, mais aussi le béton recouvrant toute la partie où se trouvait le canal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée ou aucune espèce de... Quand on passe là, on peut avoir aucune impression de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque où c'est ce fameux canal qui se trouvait à mettre la filature sur une île à toute fin pratique, au point où les gens se rendaient travailler sur des passerelles qui surplombaient le canal.